malaise de vivre, qui peuvent être rejetés de la société. Il voulait tout simplement fuir. Le véhicule dans lequel il prenait place n'était pas assez spacieux pour le groupe. Ils avaient besoin de quelque chose de plus grand. La famille Lilith possédait une fourgonnette spacieuse. Cette rencontre allait changer toutes ses vies, à jamais. Ça fut un crime tellement horrible. Ce jour-là, une frontière a été franchie. Le monde est parfois mené par des forces démoniaques. En fin de journée, le 6 avril 1997, Mark Gaby, un contracteur indépendant, roule sur un chemin de campagne près de Bellayton, au Tennessee. Subitement, il entend la détonation d'un coup de fusil. Puis quelques secondes plus tard, le silence est rompu par de nouveaux coups de feu. Cette fois-ci, il est certain d'avoir entendu le bruit de 2 armes distinctes. Dans les minutes qui suivent, un résident de Hollow Pain Lane appelle au bureau du shérif de Greene County pour loger une plainte de bruit abusif. Comme il patrouille dans les environs, le sergent Frank Waddell se rend sur les lieux. Il inspecte le périmètre, mais ne remarque rien qui sorte de l'ordinaire. Toutefois, lorsqu'il remonte à bord de sa voiture patrouille, ses phares illuminent de vagues silhouettes dans le fossé. Et il est sidéré par la scène monstrueuse qui s'offre à son regard. Une famille de 4 personnes, les 2 parents et 2 jeunes enfants, baignent dans une mare de sang. Après sa découverte, l'officier a réclamé une ambulance et a décrit la scène de meurtre. Alors j'ai compris que j'allais devoir me rendre sur place. Quand les urgentistes sont arrivés sur les lieux, les 2 parents étaient morts. Les enfants respirent toujours. La fillette était inconsciente, mais toujours vivante. Le garçonnet de 2 ans semblait inconscient. Mais d'après les témoignages, lorsque l'ambulancier a tenté de le soulever, il a réagi. Il s'est mis à pleurer lorsqu'on a tenté de le séparer du corps de sa mère. Il s'agit de la famille Lilith de Knoxville, au Tennessee. Le père, Vidar, est âgé de 34 ans. La mère, Delphina, a 29 ans. Tabitha, leur fille, a 6 ans. Et leur fils, Peter, 2 ans. La famille Lilith avait été abattue de plusieurs coups de feu. Les parents sont morts et les enfants survivent à peine. La fillette de 6 ans a été déclarée morte vers midi le lendemain, à l'hôpital où elle avait été transportée. Le petit Peter survivra aux blessures subies au torse et à l'œil. Il restera aveugle d'un œil et infirme. Au bout d'un moment, il a pu quitter l'hôpital. Et il a été recueilli par son oncle et sa tante, qui l'ont finalement adopté. Ce que Mark Gaby avait d'abord pris pour un simple jeu d'enfant s'avérera en réalité un acte cruel et meurtrier. Un groupe de 6 jeunes âgés de 14 à 20 ans sont les auteurs de ces meurtres abominables. Il y avait 6 suspects dans cette cause, tous originaires de l'Est du Kentucky. À l'époque, le plus vieux avait 20 ans et le plus jeune 14 ans. Sur l'autoroute 81, ils s'étaient arrêtés dans une aire de repos dans un but très précis. Fuir à tout jamais leur vie misérable au sein du bled minable dont ils sont issus, Pikeville, Kentucky. Pikeville est le siège de Pike County, et avec sa population de 6 905 habitants, elle est la 4e ville en importance du Kentucky. Reconnue pour son festival annuel Hillbillies Days, une célébration culturelle typiquement appalachienne qui met l'accent sur le stéréotype du pecno local, le hillbilly. Pikeville et son festival annuel n'arriveront pas à séduire et retenir plus longtemps ce groupe de 6 déserteurs dont le leader est Natasha Cornett, 18 ans. En ce qui a trait à Natasha Cornett, je crois que son histoire en était une de désespoir. Natasha Cornett voit le jour dans un milieu rural défavorisé du Kentucky. Natasha est née le 26 janvier 1979, à l'hôpital près d'ici. Elle avait vécu une enfance assez difficile. Bébé, Natasha a une anomalie cardiaque congénitale, pour laquelle elle subira une intervention chirurgicale dès l'âge de 16 mois.
Son père était Roger Burgess. Moi, j'étais mariée à Edward Wallen à l'époque. L'union est vouée à l'échec dès le départ. Et Madonna se console dans les bras réconfortants d'un autre homme, Roger Burgess, un policier local, le père biologique de Natasha. Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, Roger l'a renié. Rapidement, le mariage des Wallen se fissure. Madonna devient mère monoparentale et habite une maison mobile en périphérie de Pikeville, sur Pike Floyd Hollow. Natasha ne se sent pas aimée. Elle croyait que Ed était son père. Puis, lorsqu'elle a commencé l'école, je lui ai tout dit. Parce que je savais que tout le monde connaissait la vérité et que j'avais peur que les autres enfants ne lui parlent de ça. Alors, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit du mieux que je pouvais. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui était pas dans l'environnement, c'est quelqu'un qu'elle connaissait, qui habitait dans la même ville et qui a simplement refusé de la reconnaître. Donc ça ne peut qu'avoir ajouté à son sentiment d'abandon et de rejet. Et c'est comme si, c'est ce que je crois, ça avait brisé quelque chose. Natasha est une fillette abusée physiquement. Elle vivait une relation de nature difficile avec sa mère. Beaucoup d'abus de nature verbale ou émotive, comme elle l'a décrit. Même des altercations physiques à certains moments. C'est clair que l'abus physique et incestueux va entraîner chez les personnes qui le vivent, qui le subissent, beaucoup de colère, de déception. Surtout si c'est des personnes proches qui font subir ces mauvais traitements-là. On perd confiance en l'autorité, on perd confiance dans la société. Et le désir de se venger, même s'il n'est pas conscient, reste présent. Dans le contexte de ce mauvais drame familial, pas étonnant que Natasha soit devenue une adolescente marginale. Après cela, ça a été très difficile pour moi et pour Natasha. À cause de son look exagérément gothique et de ses comportements étranges, ses compagnons de classe la traitent de bizarroïde, de freak. En 7e année, Natasha perd beaucoup de poids en très peu de temps. Elle a perdu 30 livres en 1 mois. Elle avait cessé de manger. Alors je l'ai amenée voir le médecin et il m'a regardé et m'a dit « C'est au-delà de mon expertise. Je vais devoir l'envoyer à Lexington. » Là-bas, Natasha est vue par une spécialiste en anorexie qui suspecte chez sa patiente un trouble bipolaire. Elle suggère un séjour à l'hôpital psychiatrique, mais Natasha est réticente à cette idée. Nous nous sommes rendus là-bas sous prétexte d'aller simplement explorer. Puis une fois rendus, j'ai dit à Natasha qu'elle devait rester. Alors elle s'est mise à hurler, à pleurer toutes les larmes de son corps. À ce moment, je me suis dit que j'étais la pire mère du monde, mais il fallait que je le fasse. C'est ce que je devais faire si je voulais la sauver. Elle me détestait. Elle me détestait et elle me déteste encore pour ça. Malheureusement, l'assurance médicale de sa mère n'autorise que 11 jours d'hospitalisation. Le médecin m'a dit qu'elle n'était vraiment pas bien, qu'elle avait besoin de plus de temps, mais qu'il ne pouvait pas l'aider davantage parce que je n'avais pas d'assurance. Alors j'ai dû la ramener à la maison dans cette condition pour aller consulter un psychiatre. Et personne ici n'a pu... Personne n'a même fait le premier petit pas pour lui venir en aide. Comme le traitement de sa condition est très onéreux, Natasha ne prend pas ses médicaments avec la régularité nécessaire et sa condition de bipolarité empire. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas les prendre, qu'elle ne pouvait pas supporter ça. On lui avait prescrit 2 médicaments différents et elle disait que ça la rendait plus mal encore que son état normal. Un médecin qui, je crois, avait compris son état m'a dit « Madonna, elle a besoin d'être dans un environnement structuré. »
cette jeune adolescente-là avait pas de cadre, avait pas rien pour s'identifier, avait pas de balise. C'est dans ça là que ça devient dangereux. Lorsque ses résultats scolaires chutent drastiquement, Natasha se décourage et décroche. Elle s'intéresse de plus en plus à la sous-culture gothique et se met à fréquenter des jeunes qui partagent le même intérêt. En avril 1997, une famille de 4 personnes est retrouvée assassinée en bordure d'une route isolée. On croit que le meurtre a été commis par un groupe de 6 jeunes adolescents marginaux en cavale, menés par une certaine Natasha Cornett. C'est quelqu'un qui semble être extrêmement déçu de la réalité, déçu de la société, déçu de son entourage. Et c'est souvent des gens qui vont prendre des voies parallèles. C'est des gens qui peuvent choquer, qui peuvent provoquer. Donc on n'est pas surpris que ces personnes-là puissent devenir plutôt marginales et avoir l'impression qu'ils ont quelque chose de mal en dedans de eux. Malgré son désordre alimentaire et son trouble bipolaire, Natasha abuse de l'alcool et des drogues. Marijuana, LSD, PCP, ecstasy. Elle n'en devient que plus rebelle. Et comme si cela n'était pas suffisant, elle-même et sa bande d'insoumis pataugent dans l'occultisme. Elle adorait les cartes du tarot. Elle prédisait l'avenir de tout le monde, même le sien. Et elle adorait aussi la planche de Ouija. On est en dehors de la réalité. On est dans une réalité à côté de celle qui est souffrante et d'où on est rejeté. Donc, c'est pas surprenant que des individus marginaux se reconnaissent dans ça, se retrouvent dans ça. Les activités occultes de Natasha apparaissent exagérées. Est-ce dû à la malnutrition, à la drogue, à l'alcool ou à son état de bipolarité sévère non traité? À l'âge de 17 ans, Natasha décide de prendre un nouveau départ. Elle épouse son ami de longue date, Stephen Cornett. Le mariage était, je crois, d'un type qu'on appelle gothique. Le mariage a été vraiment très court. Malheureusement, le mariage ne durera que 6 mois. Stephen l'a quitté. Il a fait le tour de la maison pour ramasser ses vêtements, puis il l'a laissé là. Elle ne l'a jamais revu. Au lendemain de sa séparation, Natasha renoue avec son mode de vie gothique et sa bande d'amis, tous issus de familles dysfonctionnelles. Ça incluait Joe Reisner, Crystal Sturgeon, Dean Mullins, Carrie Nowell et Jason Bryant. Tous fréquentaient la même école et formaient un groupe serré. Si l'un faisait quelque chose, ils faisaient tous la même chose. Ils se tenaient ensemble et se protégeaient les uns les autres. Les membres du groupe, composés d'adolescents et de jeunes adultes, sont habitués de frayer avec l'abandon, l'abus physique, sexuel ou psychologique. Tous les 6 avaient une histoire assez triste, plutôt troublante. En plus d'avoir à assumer leur identité gothique, les jeunes malheureux se sont engagés dans les voies de l'occultisme, du satanisme, du vampirisme et de l'automutilation. Il y a eu des allégations à l'effet qu'ils buvaient mutuellement leur sang. Ce genre de truc. Il s'agissait d'automutilation. Ils s'affligeaient des coupures et buvaient le sang des uns et des autres. D'après Natasha, tout ça était fait dans le but de donner davantage de pouvoir aux démons, de manière à ce qu'elles puissent utiliser ce pouvoir pour poser différentes actions. Je crois sans l'ombre d'un doute qu'aucun d'eux ne peut prétendre ne jamais avoir été impliqué dans un rite satanique. Natasha est convaincue qu'elle est la fille du diable. Écrit à l'envers, Natasha fait A Satan. A-H-S-A-T-A-N. Et Natasha avait adopté ça comme une sorte d'étendard de sa personnalité. Déplié à l'envers, mon nom est A Satan. Et elle écrivait ça fréquemment à divers endroits. Il y a un endroit que j'ai appelé le tunnel, où nous avons trouvé divers symboles sataniques, incluant une inscription qui disait « L'enfer est pour les enfants » et qui était signée « À Satan, Natasha ». Le fait que son nom à l'envers signifie Satan
pour elle, ça a un sens bien précis. La colère qu'elle a en dedans, elle l'attribue à Satan. Puisque vivre à Pikeville leur apparaît comme un véritable enfer, les jeunes décident de s'offrir une nouvelle vie en quittant leur trou perdu. Destination, la Nouvelle-Orléans. Elle avait cette attraction pour la Nouvelle-Orléans qui relevait, je crois, du comportement des gens, de leur manière de s'habiller. C'était ça. Elle aimait ça. C'est le 6 avril 1997 qu'ils mettent vraiment leur plan en action. Avant de quitter le Kentucky, Karen, avec les 500 $ qu'elle a volés à son père, commence par offrir une tournée générale au McDo local. La bande est également équipée de 2 pistolets. Le premier a été volé au père de Karen par Jason Bryant, qui l'a subtilisé dans son armoire d'armes à feu. Le second provient d'un copain de Mullins. Et pourquoi des armes à feu? Parce que les jeunes estiment que la petite Chevrolet Citation, volée à la mère de Joe Reisner, est trop étroite pour les mener tous les 6 jusqu'en Louisiane. Natasha et tous les autres étaient dans une petite Chevrolet Citation qui appartenait à la mère de Joe Reisner. Le véhicule où ils se trouvaient n'était pas assez spacieux pour accommoder toute la bande. Ils étaient tassés au maximum. Même s'il n'avait été que 4 dans la voiture, ils auraient été tassés. Imaginez pour se rendre à la Nouvelle-Orléans. Ils avaient besoin de quelque chose de plus gros. Leur plan consiste à s'emparer d'un véhicule plus spacieux en menaçant le propriétaire avec leur pistolet. Les 6 ados du Kentucky ont emprunté l'autoroute 81. Et ils se sont dirigés vers Knoxville, qui était le lieu de résidence de la famille Lilith. Ils se sont arrêtés à une halte routière de l'autoroute 81, un peu à l'est de Greenville. Et la chance leur sourit. Une belle fourgonnette spacieuse y est stationnée. Le plan du vol de voiture est donc mis en œuvre. Joe Reisner et Natasha sont tombés d'accord sur le fait qu'il fallait s'emparer de la fourgonnette. Ils ont improvisé un plan pour voler le véhicule. La jeune famille, à qui appartient la fourgonnette, sort alors des toilettes. Vidar et Delphina Lilith, accompagnés de leurs 2 jeunes enfants, sont en route vers Knoxville, au Tennessee. La famille Lilith était formée de 2 jeunes parents, fin de la vingtaine, début trentaine, et de 2 enfants, un garçon de 2 ans et une fillette de 6 ans, qui retournaient chez eux dans une banlieue de Knoxville. Ils rentraient d'une convention de témoins de Jéhovah. Et ils ont choisi de s'arrêter à la même halte routière que les 6 jeunes du Kentucky. La petite famille s'était arrêtée pour casser la croûte et se délier les jambes avant d'attaquer le dernier tronçon de route vers la maison. La mère était à la toilette avec sa fillette. Natasha et Karine s'intéressaient à elle parce qu'elle était vraiment mignonne. Les autres jeunes étaient habillés en noir, ou d'une manière associée au gothique. Et la famille Lilith les a approchés pour leur parler de religion. C'étaient des témoins de Jéhovah, et leur religion les invite à témoigner de leur foi et à répandre la parole de Dieu. Ils les ont approchés, et Natasha et Joe ont fait mine d'être intéressés. Tout en faisant mine d'être réellement intéressé par les propos de Vidar, Joe a les yeux braqués sur la fourgonnette spacieuse de la petite famille. Le 9 avril 1997, avec un peu d'argent volé et armé de 2 pistolets, un groupe de 6 jeunes férus de culture gothique décide de quitter leur bled natal et de fuir vers la Nouvelle-Orléans. En route, ils décident de pirater un véhicule plus spacieux et dans une halte routière, ils rencontrent la famille Lilith qui a le malheur de posséder la fourgonnette idéale. Ils ne voulaient pas s'emparer de la fourgonnette là, à la halte routière, où il y a un va-et-vient constant d'automobilistes. Joe Reisner a sorti son arme, un 9 mm, et l'a braqué sur Bedar Lilith, en lui disant « Nous ne voulons que votre fourgonnette. » Nous allons prendre votre véhicule et vous déposer un peu plus loin. Personne ne sera blessé si vous coopérez, on ne veut que votre fourgonnette. La famille a été forcée de monter à bord du véhicule avec 4 jeunes, tandis que les 2 autres allaient suivre dans la voiture avec laquelle ils étaient venus. Christelle et Dean étaient à bord de la voiture de Joe. Karine et Joe
Natasha et Jason étaient dans le véhicule des Lilith. Le pistolet de Joe Reisner braqué sur lui, Vidar prend le volant. Jason Bryant, armé de son pistolet de calibre 25, s'installe au centre du siège arrière avec Karen Howell, Natasha Cornett et le petit Peter Lillelith calé dans son siège d'enfant. Delphina et sa fillette sont coincées à l'arrière du véhicule et Tabitha se met à pleurer. Tout le monde était apeuré, le bébé s'est mis à pleurer. Natasha m'a dit que la mère avait commencé à chanter une berceuse, ce qui avait vraiment énervé Jason, qui lui avait ordonné de se taire. Les Lillelith supplient les jeunes de les libérer et leur promettent de ne jamais révéler leur identité. Malheureusement, leurs prières seront vaines. Ils ont amené la famille Lilith dans un endroit discret sur un petit bout de route déserte. Tout le monde descend du véhicule et on ordonne à la petite famille de s'aligner près du fossé. D'après Natasha et les 4 autres membres du groupe, c'est Jason qui aurait pointé son arme vers les Lilith dans l'intention évidente de les tuer. Ils avaient dit à plusieurs de leurs amis qu'ils allaient partir et qu'on pourrait les suivre par les bulletins d'information télévisés. Ils auraient même affirmé qu'ils allaient tuer quelqu'un. Natasha m'a dit, « Maman, j'ai fait tout ce que je pouvais. » Natasha s'interpose alors entre Jason et les Lilith et prévient qu'elle ne bougera que s'il promet d'épargner les enfants. Jason finit par acquiescer. Natasha le croit sur parole et fait 2 pas de côté. Jason a dit qu'il ne toucherait pas aux enfants. Et c'est sur eux qu'il a tiré. Les balles ont traversé les enfants avant de toucher les parents. Même s'il a perdu conscience dès le premier tir, Vidar recevra 5 balles à bout portant et décède en moins de 3 minutes. Quant à Delphina, même si elle a reçu 8 projectiles, elle mettra près de 20 minutes à mourir. D'ailleurs, elle est toujours consciente au moment où ses enfants sont traînés sur le sol et posés sur elle et Vidar de manière à former une croix. Le corps de la fillette reposait sur le corps de son père et formait une croix. Le corps de Peter, toujours vivant, reposait sur le corps de sa mère et formait une croix. Au moment de quitter les lieux, le conducteur de la fourgonnette roulera sur les jambes de Vidar et de Delphina, qui, elle, est toujours consciente. Malgré leurs graves blessures, les enfants vivent toujours. Tabitha décède le lendemain au centre médical de l'Université du Tennessee à Knoxville. Peter, quant à lui, arrivera à s'en tirer. Peter Lillelith, le jeune fils, a survécu à la tuerie. Touché à la tête, il avait perdu un œil et subi des dommages au cerveau qui ont entraîné des problèmes de motricité. Mais il a survécu et a été élevé par des gens de la famille. Et nous vous demandons maintenant de prier pour mon neveu Peter, qui représente tout ce qu'il nous reste de la famille de ma sœur. La famille Lillelith a été tuée pour leur auto. Leur argument, c'était simplement qu'ils devaient se procurer un véhicule. On n'est absolument pas obligé de tuer des individus pour faire ça. Et on n'est surtout pas obligé de les tuer de la façon dont ça s'est fait. Encore aujourd'hui, l'identité du vrai meurtrier de la famille Lillelith demeure ambiguë. Pourtant, bien que leur doigt n'ait jamais touché à la gâchette du pistolet, il est évident que tous sont complices du massacre. Leur seule présence au sein du groupe les rend complices. La famille a été assassinée et les 6 ados avaient fui à bord de la fourgonnette, en abandonnant leur voiture sur la scène du crime. La voiture était enregistrée au nom de la mère de Joseph Reisner. Nous l'avons contactée directement depuis la scène du crime et elle nous a dit que son fils était parti avec sa voiture mais sans sa permission. À cause de leur négligence, les autorités policières arriveront à les retracer très facilement. C'était vraiment un plan lamentable. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir à bord d'un véhicule volé. C'est des gens qui mesurent pas la difficulté, la complexité de se trouver une voiture. Pour eux, c'est simplement, on va trouver une voiture, on va s'emparer d'une voiture, on va se trouver de l'argent. C'est des gens qui sont une espèce de pensée magique et de fuite en avant. Certains indices qu'ils avaient laissés dans leur voiture identifiaient clairement certains d'entre eux. Et il est clair qu'ils allaient être retrouvés rapidement.
En fin d'après-midi, le 6 avril 1997, les 6 jeunes quittent le Holopane Lane à bord de la fourgonnette des Lillooet et reprennent l'autoroute 81 en direction sud. Toutefois, à cause du meurtre abominable qu'ils viennent de commettre, ils décident de changer de destination. Croyant qu'il sera plus sécuritaire de quitter le pays, ils se dirigent vers le Mexique. Les jeunes sont restés dans la fourgonnette et se sont dirigés vers le Mexique. Mais ils n'ont pas réussi à obtenir de visa d'entrée, ce qui est obligatoire là-bas si vous entrez en voiture. Alors ils ont été arrêtés par les autorités mexicaines et forcés de quitter le pays. Peu de temps après ce massacre, le sergent Frank Waddell du bureau du shérif de Greene County répond à un appel de son répartiteur qui lui demande de vérifier une plainte routinière de bruit aux environs de Holopane Lane. La bande croyait que la petite route sur laquelle ils se trouvaient était isolée. Mais de fait, ils étaient à moins d'une centaine de pieds d'une maison construite au sommet d'une colline. Les habitants de la maison avaient entendu les coups de feu. Une succession de tirs, un délai, puis d'autres coups de feu. Alors ils ont appelé le bureau du shérif pour rapporter ce qu'ils avaient entendu et nous dire qu'un véhicule était resté sur les lieux avec ses phares allumés. C'est comme ça qu'un de nos agents s'est rendu sur place. Rien ne pouvait préparer l'agent Waddell à affronter la scène qu'il découvre. Quand ses phares ont éclairé la scène du crime, il a aperçu les corps des victimes adultes et ceux des enfants couchés sur leur poitrine. Vidar et Delphina, touchés de plusieurs projectiles, sont morts. Nous avons remarqué les traces de pneus sur les jambes des victimes adultes, dans la région située entre les genoux et les hanches. Miraculeusement, les enfants sont toujours en vie et le sergent Waddell réclame immédiatement une ambulance pour que les enfants soient transportés d'urgence vers l'hôpital. Les 6 suspects ont été arrêtés à la frontière américano-mexicaine, au poste de Douglas, en Arizona. Un avis de recherche avait été émis pour signaler le vol de la fourgonnette de la famille Lillooet. En voulant vérifier l'exactitude de la plaque d'immatriculation de la fourgonnette des Lillooet conduite par les jeunes, le douanier s'est rendu compte que le véhicule avait été impliqué dans un meurtre. C'est alors qu'on les a arrêtés et conduits en détention. Alors j'ai quitté le Kentucky. Dès le lendemain matin, j'étais à bord d'un avion en direction de l'Arizona. Les suspects seront incarcérés à la prison de Cochise County à Wilcox, en Arizona. Après avoir assassiné une famille de témoins de Jéhovah, un groupe de jeunes délinquants prend la fuite vers le Mexique. S'étant fait refuser l'entrée à la frontière mexicaine, les fuyards seront interceptés à un poste de la douane américaine. Finalement, tous les 6 ont été extradés. Les services du Marshal les ont renvoyés par avion jusqu'à Knoxville. Et nous avons envoyé des voitures pour transporter individuellement chacun des suspects jusqu'à Greenville. Et c'est là qu'ils ont été jugés. Dans un petit village comme Greenville, on est très très religieux. Et lorsque ces jeunes sont arrivés à Greenville, Greenville était prête à les recevoir. C'était un crime tellement odieux que la réaction du public a été démesurée. Les gens se sont mis à crier et à huer les suspects en les traitant de tueurs d'enfants. Je crois qu'on les prenait pour la réincarnation du diable. Je parle de la population générale. Les gens étaient tellement furieux de ce qu'ils avaient fait. Je savais que ça allait être une grosse affaire. Mais avant le procès, l'enquête. 5 membres du groupe accusent Jason Bryant d'avoir appuyé sur la gâchette. Mais ce dernier accuse plutôt Reisner et Mullins d'avoir commis ce meurtre atroce. Joseph Reisner a admis avoir fait passer la fourgonnette sur les corps. Ça, il l'a admis. Et il n'y a aucune raison de croire que ce n'est pas lui qui a tiré. Joe n'avait jamais eu de dossier criminel. Il avait la réputation d'être un bon gars. Je serais très surpris si Dean Mullins avait appuyé sur la gâchette pour tirer qui que ce soit. À 14 ans et relevant d'une cour juvénile, Bryant est le bouc émissaire idéal. À titre d'accusé juvénile,
Ils n'étaient pas sujets à la peine de mort ou à une sentence aussi sévère. Même si l'identité du véritable auteur des meurtres demeure ambiguë, les 6 accusés sont considérés comme responsables à parts égales. Dans l'État du Tennessee, si vous participez à un crime, et le vol de la fourgonnette était un crime, et que quelqu'un est tué en perpétrant ce crime, alors vous êtes aussi coupable que celui qui a commis le meurtre. Ils ont même conservé des souvenirs de l'événement. On a cru qu'ils les avaient conservés en souvenir de leur meurtre. Soit en souvenir, soit pour être utilisés plus tard lors de rituels, où ils pourraient, en fonction de leurs croyances, s'en servir pour faire croître le pouvoir au sein du groupe, comme le croyait Natasha. Avant leur arrestation en Arizona, les policiers de Pikeville au Kentucky mènent une enquête pour retracer les auteurs du crime. Ils apprennent alors que les 6 suspects ont été impliqués dans un rituel satanique à la veille de leur départ, pour leur expédition mortelle. Les traces du rituel mènent les enquêteurs au motel Cawley. Le motel Cawley était un endroit où les jeunes du coin pouvaient se rendre. On ne posait pas beaucoup de questions, on pouvait payer les chambres au comptant, et on n'était pas surveillés. Le commis ne pouvait pas se douter du type d'activité qui se déroulait dans la chambre. Natasha et Karen ont commencé à s'infliger des coupures. Il y avait du sang sur le plancher et des brûlures sur le tapis où ils avaient tenté de graver 666. Elle m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'un rituel satanique ou quoi que ce soit du genre. Mais elle m'a dit qu'il y avait pas mal de sang dans la salle de bain, je crois. Les filles en sont venues à couper les garçons, qui se prêtaient au jeu et saignaient abondamment, à l'exception de Jason Bryant. Du peu de choses que nous savons, ça peut être lié au satanisme ou peut-être pas. Le procès des meurtriers de la famille Lilibet connaît un départ difficile. Après leur arrestation, ils ont été ramenés au Tennessee, dans le comté de Greene. Ensuite, on a commencé le procès en première instance, en cour juvénile pour les plus jeunes, au tribunal d'État pour les adultes. La lecture de la mise en accusation des 4 suspects adultes, soit Cornett, Sturgill, Reisner et Mullins, a lieu le 5 avril 1997. Le juge James Carter refuse toute libération sous caution et dépose 3 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Désigné par la Cour pour défendre Natasha Cornett, l'avocat Eric Kahn accepte le mandat, mais on comprend bientôt qu'il le fait pour des motifs personnels. Dès le départ, Natasha était foutue. En rendant public tous ces documents qu'ils avaient avant même le début du procès, c'était dramatique, épouvantable. Elle croit qu'en l'an 2000, comme elle l'a enregistré sur sa vidéo, elle croit qu'en 2000, tout le monde sur Terre sera mort, puisque l'Armageddon est déjà en marche depuis quelques mois. Il a joué la carte du sensationnalisme. Il a évoqué les rites sataniques, l'occultisme. Tout tournait autour du fait qu'elle se croyait la fille du diable, et que Satan était pour la sortir de prison. Mais ça, c'était les trucs qu'il lui avait dit de dire afin que lui puisse plaider l'aliénation mentale. Je crois qu'il a nuit au dossier de Natasha. C'est ce que je dirais. La quête égoïste de popularité que mène Eric Kahn entraîne sa révocation et retarde l'audience préliminaire, laquelle est reportée au 21 mai, laissant ainsi le temps à Natasha de se trouver un nouvel avocat pour la défendre. Monsieur Copp et Monsieur Street ont pris en charge le dossier et ils ont repris les procédures. Entre-temps, Jason Bryant et Karen Howell sont enfin extradés au Tennessee, où leur audience est prévue pour le mois de juillet. Audience qui vise à déterminer s'ils seront jugés en tant qu'adultes ou devant une cour juvénile. Ils ont commencé en cour juvénile et celle-ci a jugé qu'ils devaient être jugés en tant qu'adultes. Mademoiselle Howell et Monsieur Bryant ont tous deux été jugés comme adultes et la peine de mort a été réclamée contre chacun d'eux. Au final, les 6 accusés ont été jugés en tant qu'adultes. Au cours de ce procès, l'enjeu n'était pas de savoir s'ils étaient coupables ou non, mais bien de décider de la peine.
Prison à vie avec ou non possibilité d'une libération conditionnelle. Le procureur général, Berkeley Bell, a la conviction que ce crime a été commis pour des motifs sataniques. J'ai souvenir du procureur général, Berkeley Bell, évoquant le fait que, parfois, le monde est mené par des forces démoniaques. Ce qui m'intrigue, c'est qu'on puisse être effrayé par Natasha et soutenir qu'elle soit démoniaque. Ce procureur a déclaré qu'elle était la personne la plus démoniaque qu'il ait jamais rencontrée. Et je me suis dit, il n'a pas dû rencontrer grand monde dans sa vie. Ce dont on accusait les 6 suspects, ce dont était convaincu le procureur et ce pourquoi ils seront condamnés, c'est qu'il ne pouvait s'agir que d'un geste d'origine diabolique. Il croit réellement que les membres de la famille Lillelith ont été sacrifiés par 6 disciples de Satan. Certains éléments de cette cause portent une symbolique satanique. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un meurtre satanique ou quoi que ce soit du genre. C'est donc sur cette note que commence le procès. En espérant échapper à la vie pitoyable qu'ils mènent à Pikeville, au Kentucky, 6 jeunes fugueurs sont arrêtés et accusés du meurtre sordide de la famille Lillelith. Ils n'ont pas eu droit à un procès. Je crois que ça a été une mascarade du début à la fin. Ce fut un procès collectif. Il n'y a pas eu de poursuite individuelle contre aucun des suspects. Le 9 septembre 1997, les 6 suspects plaident non coupables aux accusations de meurtre. Toutefois, le 20 février 1998, ils font volte-face et décident de plaider coupables afin d'éviter la peine de mort. Ils faisaient face à la peine de mort. Et ils ont conclu un échange de plaidoyer. Soit chacun d'eux choisissait d'échapper à la peine de mort en acceptant de plaider coupable, soit il y avait un procès. Je suis convaincu que si nous avions été en procès, les 4 adultes auraient été condamnés à mort. Ils les ont fait mentir. Vous n'êtes pas censé mentir si vous êtes en cour. Alors pourquoi les ont-ils fait mentir? Si j'avais le sentiment de ne pas être coupable, je ne plaiderais pas coupable. Chacun des 5 accusés accusera Jason Bryant d'être l'unique auteur de la fusillade. Je crois que plusieurs des jeunes ont fait porter le blâme des meurtres sur Jason Bryant. Il y avait des nuances dans la culpabilité, mais Jason était l'assassin. Il a nié. Il a dit qu'il n'avait tiré sur personne. On n'a jamais réussi à savoir avec certitude qui avait appuyé sur la gâchette. D'après les indices, c'était plus qu'une seule personne. Personne n'a jamais admis être le deuxième tireur. Alors c'est à chacun de juger qui a pu le faire. Plusieurs experts témoigneront durant le procès, dont le docteur Paul Garinger, un psychologue chargé d'évaluer Jason Bryant. Il y a un psychologue qui l'avait décrit comme quelqu'un qui était plutôt dépendant, qui prend pas beaucoup d'initiatives. Il est assez évident que Natasha Cornett était la meneuse du groupe. Elle prenait beaucoup de décisions, comme où aller, quoi faire, à quel motel se retrouver, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, et rassembler la bande de jeunes ensemble. Elle était le Charles Manson de ce groupe. Elle contrôlait les gens au point où ils étaient prêts à tuer pour elle. Un autre expert, le docteur Cleland Blake, pathologiste médico-légal, estimera que les tirs, disposés en triangles équilatéraux parfaits sur les corps, confirment le caractère satanique des meurtres. Le médecin légiste a analysé les impacts de balles et il formait un triangle équilatéral parfait. Je veux dire, c'était presque trop parfait. Je ne pourrais pas expliquer comment on peut tirer sur 2 corps différents et obtenir 2 motifs aussi parfaits. Si vous assemblez ces motifs sur un ordinateur, ça forme un pentagramme. À l'issue du procès, en mars 1998, le juge James E. Backner jugera chacun des 6 accusés coupables de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre, et les condamnera tous à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Lorsqu'on nous a donné la possibilité de plaider coupable en échange de voir l'État retirer sa demande de sentence de peine de mort, nous savions déjà quel serait le verdict. Les adultes comme les juvéniles ont reçu chacun 3 sentences consécutives d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, soit une par victime. Avec en plus 40 ans d'emprisonnement pour la tentative aggravée de meurtre sur Peter, lequel avait survécu. En somme, ils ont tous reçu une sentence égale et ils seront tous en prison pour le reste de leur vie. De plus, pour chaque chef d'accusation, ils recevront des peines supplémentaires de 25 ans pour enlèvement à main armée, de 12 ans pour enlèvement et de 4 ans pour vol. Le juge a spécifié que ces sentences devaient être purgées consécutivement, de sorte que, cumulativement, le terme d'emprisonnement dépasse l'espérance de vie de tout être humain. Ils vont donc passer le reste de leur vie en prison. J'ai déjà dit, en comparant le cas avec une adoption, chacun d'eux a adopté le crime et lui a donné son nom. Et je crois que c'est le cas. Aujourd'hui, Garnett, Howell, Sturgill, Reiser, Mullins et Bryant sont tous détenus dans les prisons du service correctionnel de l'État du Tennessee. Vous savez, fuir, ce n'est pas vraiment partir. Pourtant, elle croyait que c'était ce qui allait arriver. Je suis certaine qu'elle ne soupçonnait pas que ça se terminerait comme ça. Ce jour-là, une frontière a été franchie. Une frontière entre la vie et la mort pour la famille des Lillelith. Une frontière entre une vie de liberté et une vie en prison pour 6 jeunes adolescents. Prisonniers d'une enfance marquée par l'abus et l'inceste, 6 jeunes connaîtront une gloire éphémère en commettant un meurtre monstrueux. Du coup, la prison virtuelle de leur vie malheureuse au Kentucky les mènera à vivre la totalité de leur vie adulte derrière les barreaux d'acier bien réels d'une geôle du Tennessee. C'est terrible de dire que votre enfant reçoit une sentence de prison à vie avant même d'avoir commencé à vivre. Assurez-vous de traiter vos enfants de manière à ce qu'ils acquièrent du jugement et un sens des valeurs dans la vie. Je crois qu'ils étaient tous en transe, sous l'influence de Satan, et qu'ils ne savaient plus distinguer le bien du mal. Je demeure convaincu que c'était la seule sentence à appliquer pour le crime qu'ils ont commis. C'était probablement la meilleure sentence. Je sais que plusieurs ne seront pas d'accord, mais la peine de mort aurait été trop douce pour eux.